Bonsoir à tous. Libre Esprit dédie cette soirée à la mémoire du biologiste Jacques Ruffier, que nous avions invité dans cette salle des fêtes en mai 1990 pour son livre « Le sexe et la mort », juste quelques années après l'histoire du sang contaminé. Après avoir accueilli très récemment Axel Krell sur le libéralisme et le bien commun, Lionel Jospin sur le mythe de Napoléon et du fameux homme providentiel, Joseph Yacoub sur la situation dramatique des chrétiens d'Orient, Jean-Claude Mailly sur le délitement du système social français, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le neuropsychiatre, éthologue, psychanalyste et écrivain Boris Cyrulnik pour son livre « Ivre paradis, bonheur héroïque ». Né en 1937 à Bordeaux, il échappe à l'âge de 6 ans à une rafle de la police de Maurice Papon, associé à l'armée allemande. Ses parents meurent en déportation. Connu pour avoir vulgarisé le concept de résilience, renaître de sa souffrance, il aborde ce sujet à la fois en tant qu'expert psychiatre, mais aussi en tant qu'exemple encore vivant et même bon vivant. Il est l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages avec des titres tellement évocateurs et vibratoires, comme Parler d'amour au fond du gouffre, Les vilains petits canards, Le murmure des fantômes, Sauve-toi la vie t'appelle, Les âmes blessées, et j'en oublie bien d'autres, veuillez me pardonner. Un public donc passionné le suit de livre en livre, comme je peux le voir ce soir. Le thème de Ivre paradis, bonheur héroïque décrit l'influence positive qu'ont sur notre développement les grands héros de fiction, mais donne aussi des clés pour comprendre des comportements contemporains moins remarquables. Le particulier rejoint ainsi le collectif, en décortiquant le psychisme de l'individu privé de héros, ou subissant l'influence des figures négatives. Boris Cyrulnik nous aide à comprendre l'hyperviolence des supporters de football, excusez-moi s'il y en a ce soir, comme l'héroïsme mortifère des sacrifiés volontaires du djihad. Nous sommes donc heureux de donner une nouvelle fois la parole à un chercheur dont la pensée, vous allez le constater, n'est pas anesthésiée. Elle constitue un outil de décryptage dans un monde de plus en plus chaotique. Alors, notre première correspondance avec Boris Cyrulnik à Libre Esprit date du 21 avril 1991. Donc je vois avec bonheur ce soir, nous voyons avec bonheur ce soir que vous avez attendu sagement pendant 26 ans la venue de Boris Cyrulnik à Libre Esprit à Annonay. Donc c'est un bel acte de résilience et je vous en remercie. Bien. De quoi voulez-vous qu'on parle? Alors, j'ai été invité à Annonay, que je ne connaissais pas, et j'ai découvert un pays ensoleillé, chaud. Je vais essayer de réfléchir avec vous à la fonction des héros. Ce qui m'a donné envie de réfléchir à ça, c'est que on travaillait avec plusieurs groupes de recherche sur la résilience, dont la définition est élémentaire, elle est même bébête. Comment se remettre à vivre après un traumatisme. Alors ça, c'est une définition bébête. Pourtant, quand les gens, dans cette salle, 50% des gens ont connu un traumatisme. Donc, ils savent de quoi ça parle. Et c'est bien sûr la question logique, comment se remettre à vivre après ça. Et donc la question est logique, mais les moyens pour se remettre à vivre, eux, sont plus difficiles, parce qu'il y a des déterminants neurologiques, affectifs, psychologiques, relationnels, sociaux, culturels et même spirituels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre tout ça tout seul, donc il faut se mettre en équipe pour essayer de répondre à cette question. Alors c'est ce que je fais depuis une quarantaine d'années. C'était très critiqué il y a 40 ans, on nous disait mais non, il faut être hyper spécialiste, et maintenant il faut associer des biologistes, des psychologues, des anthropologues et bien sûr un raton laveur. Alors, je vais essayer de réfléchir à ça sur qu'est-ce que c'est qu'un héros. Un jour, une journaliste vient me parler avec moi, me fait parler de la résilience, et elle prend des notes, et à la fin, quand son entretien est terminé, elle dit je viens de comprendre pourquoi j'ai été consulter un jour un médecin et il m'a dit « Madame, vous avez un cancer ». Et elle me dit, dès à la fin de la phrase,
j'étais dépossédé de moi-même. Je n'étais plus la même qu'au début de la phrase. J'avais perdu ma liberté, c'est lui qui décidait. On vous enlèvera un sein, peut-être pas. On vous donnera tel médicament que vous prendrez. Vous serez hospitalisé de tel jour à tel jour et vous sortirez quand on vous le dira. J'étais dépossédé de moi-même. Et elle dit, dans un premier temps, j'en ai voulu à ce médecin qui ne pouvait pas, ne pas lui faire la tragique annonce. Mais dans un deuxième temps, le soir, elle s'est aussitôt mise à écrire. Et elle s'étonnait, elle se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'écrire alors que je vais avoir une épreuve, une sacrée épreuve à surmonter? Pourquoi est-ce que j'ai une sorte de contrainte intérieure à écrire? Parce que c'était le seul moyen qu'elle avait trouvé de reprendre possession de son monde intime. Elle n'était plus dépossédée par le médecin qui restait un technicien à son service, elle reprenait possession en réfléchissant à ce qui lui est arrivé. Et elle me disait, et à ce moment-là, je me suis mise à lire, à chercher les livres de femmes qui avaient eu la même épreuve que moi. Et en réfléchissant avec elle, on a rapidement compris qu'en fait, elle avait besoin de modèles de femmes héroïques dans l'épreuve qu'elles avaient surmontée. Et le chemin que ces femmes avaient suivi allait lui servir de modèle, qu'elle allait réussir ou pas, elle ne savait pas encore. Elle a réussi, mais enfin, elle ne savait pas, c'est pas gagné. Hein. Donc, elle avait besoin d'un héros, d'une femme héroïne, pour que cette femme mette en livre ce qui était en train de lui arriver, pour que cette femme raconte ce qu'elle allait faire pour s'en sortir. Alors je me suis dit, ben ça c'est la fonction des héros, et on va passer avec mes groupes de recherche, on va passer quelques années à réfléchir qu'est-ce que ça apporte d'être un héros. Et on est très rapidement arrivé à la première question, pas conclusion, pas hypothèse, question. Il nous semble que on a besoin de héros quand on est faible. Et au cours de notre histoire, au cours de notre développement, c'est pas la même chose. Hein. Le développement, c'est mon corps se développe, mon esprit se développe. Ça, c'est un développement que je subis entre la contrainte de ma biologie et la contrainte de mon milieu. Alors que l'histoire, c'est autre chose. Hein. L'histoire, c'est la représentation que je me fais de moi, la représentation que je fais de ce qui m'est arrivé dans ma famille, dans mon quartier, dans mon école, dans mon milieu. C'est pas pareil. Hein. Et elle dit, dans ce cas-là, c'est qu'on est faible et qu'on a besoin d'une étoile du berger. Et le héros, l'héroïne, c'est notre étoile du berger. Ça ne veut pas dire qu'on peut se perdre en suivant une étoile de berger, mais au moins on a une direction qui nous est donnée. Alors je me suis dit, bien, quels ont été mes héros à moi, parce que quand on est enfant, apparemment on a tous été enfants. Hein, c'est-à-dire que, et quand on est enfant, on est petit, c'est la première fois qu'on arrive au monde, du moins dans la culture occidentale, parce que dans la culture asiatique, les vieux sont vénérés et ils reviennent au monde par le ventre des femmes. Si bien qu'en fait, un nouveau-né, c'est un ancien vieux. Alors il parle au nouveau-né avec une très grande politesse. Alors monsieur, madame le nouveau-né, vous avez passé 9 mois, nourri, logé, blanchi. Et il parle au bébé avec une très grande politesse. Et quand j'ai reçu chez moi des Japonais et des amis de ma fille avaient mis au monde des bébés, et quand ils ont vu le comportement des Occidentaux avec les bébés, alors pour eux, ils ont failli mourir de rire tellement on fait les pitres avec nos bébés, alors qu'eux, ils parlent poliment. On parle poliment à un ancien vieux, même si cet ancien vieux a 15 ou 20 jours, eh ben on lui parle poliment. Alors que nous, on fait, oh qu'il est mignon le bébé, oh, enfin, nous on fait les pitres avec les bébés, ils adorent ça d'ailleurs. Alors je me suis dit, mais quels sont, donc quand on est bébé, forcément on est petit et on a besoin d'un repère pour savoir comment il faut faire pour apprendre à vivre dans ce monde où on arrive pour la première fois quand on est occidental. C'est la première fois qu'on arrive au monde.
on a tout à apprendre. Et donc, il nous faut une étoile du berger. La première étoile du berger, c'est maman. Mais on vient d'arriver au monde, donc on ne sait pas parler, donc on ne sait pas dire maman. Et donc, d'ailleurs, vous avez sûrement remarqué un mystère. Pourquoi est-ce que tous nos enfants ne commencent à parler que à partir du 20e mois? Aucun enfant ne parle avant. Pourquoi faut-il 20 mois préverbaux? Ce que je viens de dire n'est pas tout à fait juste. Il y en a un qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « À boire, je veux du bon vin », et on lui a apporté du vin de tout le canton de Beuce et de Vivarais. Pantagruel. Alors, il y a du vin dans le Vivarais? Alors voilà, qu'est-ce que faisait Pantagruel dans le Vivarais? Dites-moi. Alors, donc ça veut dire que, alors, pourquoi faut-il 20 mois d'aventure préverbale et que en 10 mois, du 20e au 30e mois, tous nos enfants, quelle que soit la culture, quel que soit le contexte culturel, apprendront toute langue, simple ou très compliquée, en 10 mois, sans école, sans livre, sans prof, et qu'on ne pourra plus jamais refaire cette performance intellectuelle de toute notre vie. Expliquez-moi comment c'est possible. Alors quand on arrive au monde, on est bébé, on est faible, on a tout à apprendre, tout nous amuse, tout nous intéresse, tout nous fait peur. C'est la première fois qu'on le voit, on ne sait pas ce qui nous protège et ce qui nous agresse. Donc on est un peu inquiet et on a besoin d'une base de sécurité. Maman. On l'appelle pas maman. Maman, c'est à ce stade du développement, c'est un visage, c'est la brillance des yeux, c'est le mouvement, c'est une odeur, c'est les basses fréquences de la voix, c'est une manière de manipuler. C'est un objet sensoriel. C'est pas maman encore. Ça sera maman plus tard. Mais au début, c'est ça. Ça démarre comme ça. Et puis ensuite, le deuxième héros, c'est papa. Dans la rue, comment il fait papa? Il va tuer tous les méchants. Quand il est là, j'ai peur de rien. Maman me protège et papa va tuer les méchants. Alors donc, on démarre à peu près notre vie tous avec cette vision du monde un peu binaire, hein, les gentils, les méchants, le connu, l'inconnu, et on démarre notre vie avec ces repères. Ensuite, on relativise. Alors, je me suis dit, mais dans ma propre existence, mon premier héros, ça a été Tarzan, parce qu'il était orphelin, comme moi, il était seul dans la brousse, entouré d'animaux, il a sauvé les animaux l'ont sauvé, et il est devenu ensuite sauveur des animaux. J'ai fait des études d'éthologie, ensuite sont arrivés les humains, il y avait les gentils humains et les méchants européens qui venaient massacrer les animaux et les gentils africains, et Tarzan volait à leur secours. Et puis, physiquement, j'étais comme ça. Petit, c'était la guerre où on mangeait pas tous les jours, même après la guerre, il y avait les tickets. Et les tickets, ça donnait pas beaucoup, hein, et même pendant plus des années d'après-guerre, il y avait des rations très sévères. Donc physiquement, j'étais moyen moins, même plutôt moins que moyen, même plutôt beaucoup moins que moyen. Affectivement, familialement, j'étais seul. Heureusement, il y avait Tarzan. Tarzan qui était musclé, Tarzan qui criait, qui avait un slip en peau de bête avec un couteau dedans, qui sauvait les animaux, qui rencontrait Jane, qui lui disait « Toi Tarzan, moi Jane ». Et je me suis dit « Oh là, c'est merveilleux ». Quand je serai grand, je serai musclé comme Tarzan, j'aurai un slip en peau de bête et je rencontrerai Jane. J'ai tout réalisé, sauf le slip en peau de bête. Mais je perds pas espoir. S'il y a un magasin dans la région avec un slip en peau de bête... Bon, et ensuite, en vieillissant, mon deuxième héros, ça a été Rémi, de Sans Famille. Et Rémi, qu'est-ce qu'il me racontait de ma propre histoire? Il était orphelin, mais il est recueilli par Madame Barbarin. Donc il a une famille de substitution.
Et puis, les ouvriers à l'époque au XIXe siècle, ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps à Lima, au Pérou, les ouvriers dormaient par terre. Il n'y avait pas de dortoir, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, c'était trop loin. Ils dormaient par terre, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, ils se lavaient, Dieu seul sait comment et Dieu seul sait où, et ils rentraient chez eux et ils donnaient tout leur salaire à leurs femmes, ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps au Pérou, à Lima. Et puis l'ouvrier à l'épaule cassée, il n'y a pas de protection sociale, donc il est viré. Il est cassé. Quand un outil est cassé, c'est pas un être humain, c'est un ouvrier. Quand un outil est cassé, on le jette. Donc un ouvrier cassé était jeté. Et il rentre chez lui et il voit que sa femme, Madame Barberin, a adopté un enfant qu'il ne connaît pas et il vend l'enfant à Monsieur Vitalis, le bien nommé Vitalis, qui est la vie, la vitalité, et il vend l'enfant à Monsieur Vitalis qui va en faire un héros de rue, un spectacle de rue. Et donc l'enfant perd sa famille, est chassé de sa famille de substitution, mais le rêve apparaît, le gentil Monsieur Vitalis lui apprend un métier et il en fait un metteur en scène avec 3 chiens et un singe. Et ayant appris ce métier, il court la France, et il y a des descriptions très belles où on voit comment il découvre la France en faisant des spectacles de rue. Avec ses 3 chiens, il invente des scénarios. Monsieur Vitalis a des tas de pépins avec la police. Et à 10 ans, 12 ans, Rémi, sans famille, Rémi devient autonome. C'était mon copain d'enfance. C'est-à-dire que je me disais, mais il faut que je fasse comme lui, c'est possible, Rémi l'a fait, c'est donc possible. Donc moi, je vais faire comme lui. Et puis en vieillissant, j'ai choisi d'autres héros. Jules Vallès, qu'on ne lit plus maintenant, Jules Vallès. Si, on le lit encore, s'il y a des enseignants dans la salle. Jules Vallès, c'était l'enfant, l'insurgé, c'était 1848. Là, l'industrie s'était développée. Les ouvriers travaillaient dans des conditions incroyablement dures. J'ai pas connu ces conditions dures, mais quand je suis devenu médecin, j'ai connu des ouvriers qui travaillaient 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Et je les ai vus rentrer chez eux le soir, dans des conditions physiques. À la Seine, il y avait les chantiers navals, un peu plus loin, il y avait les mines de bauxite. Ils ne parlaient à personne. Ils passaient leur journée à piocher, à travailler. Et quand ils rampaient dans les boyaux de mine, parce qu'un boyau largement étayé coûtait cher, donc les entrepreneurs faisaient des petits boyaux, il faisait 50 degrés, ils travaillaient tout nus, ils rampaient, ils enlevaient le manche de pioche parce qu'ils ne pouvaient pas piocher, donc ils ne piochaient qu'avec le fer de l'avant-bras, ils souffraient physiquement, le travail, labeur, était une souffrance au bout de 2 heures. Et quand ils rentraient chez eux, je les ai vus, hébétés de fatigue. Ils voyaient le soleil à Toulon, à la Seine, ils voyaient le soleil 2 mois par an. Tout le reste du temps, ils étaient dans le noir. Je les ai vus rentrer. Alors quand ils rentraient, leurs femmes les servaient, et même avant, leurs femmes les lavaient. Alors maintenant, monsieur, après vos 8 heures de travail, demandez à votre femme de vous laver ce soir, vous allez voir. Donc ça n'a plus du tout la même signification. La culture a tellement changé qu'aujourd'hui, plus aucune femme ne lave son mari. Enfin, si ça vous arrive, c'est votre affaire. Hein, mais ça se fait plus maintenant. Donc il faut bien remettre les comportements dans leur contexte. Un comportement n'a de sens que dans un contexte. Les femmes lavaient leur mari ou mineurs avant l'apparition des douches et des casques, parce que quand les morceaux de charbon tombaient, ils tombaient sur la tête, ils tombaient sur le dos. Et si les hommes avaient des blessures infectées, ils ne pouvaient plus travailler. Et l'infection les empêchait de travailler. Donc ça, les jeunes l'ont oublié, c'était hier. C'était hier.
C'était vos parents, vos grands-parents. Alors, donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Et puis ensuite, en vieillissant, je me suis dit, ben finalement, ces Tarzan m'intéressent un peu moins. Rémi, c'est charmant. Jules Vallès, il a fait sa part de bêtises. Je me suis intéressé aux médecins et aux écrivains. Et là, j'ai commencé à comprendre quelle était la fonction des héros, c'est-à-dire que le docteur Schweitzer, Cronin, Frank Slaughter, que des anciens dans la salle ont sûrement lu, en fait, il parlait de mes rêves. Je rêvais de devenir ce qu'ils étaient. Le héros incarnait mes rêves, comme la journaliste qui cherchait, de tout à l'heure, qui cherchait des femmes héroïnes pour lui raconter comment il fallait faire pour s'en sortir. Donc j'avais fait pareil avec mes héros. Donc les héros ont une fonction identificatoire et constructive. Quand on est faible, et quand on est enfant on est faible, eh bien il nous faut des héros, maman, papa, et puis chacun choisit son héros dans son époque, Jules Vallès, Tarzan, chacun se débrouille avec les héros qui sont autour de lui, dans sa famille et dans la littérature ou au cinéma. Et le choix du héros révèle nos désirs. Le héros incarne ce qu'on désire devenir. Donc c'est important pour la suite de l'exposé, parce que là pour l'instant je suis dans l'eau de rose, mais tout à l'heure ça va être beaucoup plus noir. Vous allez voir, ne pleurez pas, vous allez voir. Donc ça veut dire que des écrivains, plus tard des cinéastes, ont joué un rôle majeur dans la fabrication des héros. Hector Malot, j'en ai parlé, Victor Hugo, qui a été un des premiers à faire ce qu'on appelle aujourd'hui une littérature de la résilience, c'est-à-dire que on disait les enfants sans famille sont des enfants sans valeur. C'est une phrase que j'ai entendue. Ils n'ont pas de famille, donc s'ils meurent, c'est pas très grave. Alors que si un enfant a une maman et un papa, s'il meurt, là, ça sera grave parce que ça va faire de la souffrance autour de lui. Mais un enfant sans famille, on peut l'envoyer en première ligne quand on en fait un enfant soldat. On peut l'envoyer faire les métiers que personne ne veut faire, les petits savoyards qu'on envoyait dans les tubes de cheminée, dès l'âge de 12-13 ans. Ils descendaient parce qu'ils étaient petits, ils respiraient la suie. On trouvait que c'était charmant de voir ces enfants tout noirs de suie. Les poumons étaient noirs de suie aussi. Hein. Et donc on les sacrifiait pas, mais ils étaient sans famille. S'ils meurent, c'est pas grave, c'est beaucoup moins grave qu'un enfant qui a une famille. Et donc on tenait des raisonnements comme ça. Il ne faut pas oublier que même l'Église catholique a combattu l'adoption pendant très longtemps, parce que un enfant à adopter, c'était un enfant sans famille, donc un enfant sans valeur. Et c'est Saint Paul qui a provoqué le virage en disant « mais non, il faut quand même s'occuper de ces enfants et on en récupérera ce qu'on pourra ». Mais Saint Paul a provoqué un virage et a demandé à ce qu'on s'occupe de ces enfants. Mais les institutions pensaient si mal les problèmes de l'éducation et de la sécurité qu'on doit apporter à un enfant, parce qu'il n'y avait pas de travaux de psychologie, il n'y avait pas de travaux sur la résilience, encore moins. Donc, on pensait avec les stéréotypes du contexte, les stéréotypes culturels. Et Saint Paul a provoqué ce virage, et l'Église catholique s'est mise à ce moment-là à s'occuper des enfants sans famille, mais l'institution avait très peu de valeur éducative, parce que la doxa, c'est-à-dire la répétition des préjugés, des stéréotypes culturels sans jugement, disait qu'il fallait dresser un garçon, sinon ça allait devenir une bête sauvage, et il fallait entraver une fille, sinon elle allait se prostituer. Et c'est avec ces beaux principes éducatifs qu'on s'occupait, qu'on battait les garçons et qu'on entravait les femmes, et puis qu'on les violait de temps en temps. Donc c'était ces beaux on avait des principes éducatifs comme ça. Donc ces institutions ont récupéré très peu d'enfants, alors que maintenant les mêmes institutions récupèrent
pratiquement tous leurs enfants, quel que soit l'état dans lequel ils arrivent. Dans tous les pays du monde maintenant qu'on a découvert la psychoéducation, on récupère, pas tous, c'est jamais 100%, mais c'est beaucoup pour cent. On récupère les orphelins d'Auteuil, actuellement récupèrent pratiquement tous leurs enfants. SOS Village récupère pratiquement l'OSE, l'œuvre de secours des enfants. C'est pas des miracles, c'est simplement qu'on a compris qu'il fallait d'abord sécuriser un enfant, puis le dynamiser avant de lui apprendre les moyens, un métier et les moyens, les rituels de notre manière de vivre ensemble. Il n'y a pas longtemps qu'on fait ça. Ça fait moins d'une génération qu'on fait ça. Et maintenant qu'on évalue les résultats de ces principes de psychoéducation, eh bien, ces enfants gravement altérés, parfois même très gravement altérés, souffrent, dans le réel ils souffrent, et ils reprennent un développement, c'est pas le développement normal, parce qu'ils gardent la mémoire du traumatisme dans leur... ils gardent... Vous voyez, je parlais des substituts maternels et des figures d'attachement qui sécurisent les bébés. Vous voyez un exemple? Ah, qu'est-ce que... Merci. Donc maintenant qu'on a... C'est des principes éducatifs qui aujourd'hui nous paraissent évidents. Eh bien, pour les rendre évidents, il en a fallu des bagarres, des publications, des conflits, des désaccords. Et maintenant, ça paraît évident. Oui, un enfant, il faut le sécuriser. Eh bien oui, c'est évident aujourd'hui. Et encore pas dans toutes les cultures, parce qu'il y a encore beaucoup de cultures qui pensent qu'un enfant de bonne qualité est un enfant qui va se développer bien, quelle que soit la famille et quelle que soit la culture, ce qui est bien sûr un raisonnement raciste. C'est comme si ça revient à dire qu'il y a parmi nous des gens de meilleure qualité biologique que d'autres et que, quelle que soit la culture, ils sont de tellement bonne qualité qu'ils vont mieux se développer que les autres. C'est un raisonnement raciste. Or, vous savez bien que, j'en reparlerai tout à l'heure, le nazisme disait que les enfants, les hommes, les femmes de qualité supérieure, de bonne qualité biologique, c'est les blancs aux yeux bleus. Ce qui est faux. Moi, je considère que les hommes de qualité supérieure, c'est les chauves. Donc, vous êtes d'accord? Donc, ça veut dire que... Donc, on raisonne, ça vous fait rire, c'est comme ça qu'il faut réagir. Il y a des millions de gens qui ont cru à ça. Des millions qui ont cru à ce, qui y croient encore un peu. Il y en a moins aujourd'hui, mais il y en a encore. Donc, voilà mon introduction. C'est-à-dire que... les héros sont les représentants de nos rêves. Ce sont nos porte-paroles, donc on en a tous besoin. Mais arrive un moment où, quand on est adulte, ou quand on vit dans un groupe qui a besoin de héros, eh bien c'est encore un signe de faiblesse. Alors, la journaliste qui avait besoin d'un héros féminin pour lutter contre son cancer du sein, elle était en situation de faiblesse. Et elle avait besoin d'une femme écrivain qui raconte comment elle avait fait pour se débattre contre ça. Elle était mise en situation de faiblesse, elle se débattait, elle a trouvé des livres de femmes auteurs, écrivaines qui ont raconté ça, et elle s'est battue avec ça. Sa situation de faiblesse, on peut la comprendre, et on peut comprendre sa réaction. Quand un groupe, quand une nation a besoin de héros, c'est qu'elle est en situation de faiblesse. Et là, c'est inquiétant. Là, ça devient embêtant parce que ça veut dire que quand une culture fabrique des héros, c'est la preuve que cette culture est en difficulté. Et la culture qui a fabriqué le plus de héros, c'est le nazisme. C'est-à-dire que dans les années 30, la culture germanique était une belle culture allemande. Ils nous ont donné des musiciens, des poètes, des scientifiques, des philosophes, et on en a tous profité. Ils ont marqué notre propre développement.
on a tous profité de la belle culture allemande des années 30. Mais en 1929, le parti nazi, qui au début s'appelait le Parti des travailleurs, fait 2,6% des voix aux élections. Et quand des gens disent attention, il se passe chez vous un phénomène curieux quand même, regardez, les Allemands cultivés éclatent de rire et disent mais regardez comme cette théorie est stupide, comment voulez-vous qu'elle marche? Eh bien, ma théorie aujourd'hui, c'est que méfions-nous des théories et stupides. Plus une théorie est stupide, plus elle a de chances de marcher. D'ailleurs, vous allez voir que ma théorie va avoir un grand succès. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays, notamment, ça restera entre nous, hein, les États-Unis aujourd'hui, on voit qu'ils ont élu un héros pittoresque quand même. Ce qui prouve que la culture américaine est en grande difficulté. Je parle de culture. Donc, et même dans les pays de l'Est, on voit réapparaître, dans les pays du Proche-Orient, dans les pays arabes, il y a plein de héros. Mauvais signe de défaillance culturelle. Or, quand j'ai été à Berlin, il n'y a pas longtemps, où les jeunes Allemands sont admirables, d'honnêteté, de courage, de générosité. Vraiment, je trouve que les jeunes Allemands sont vraiment admirables. Je vais dans un musée et on me montre les congrès d'anthropologie génétique de 1935 et 1937. Il y avait la parité, autant d'étudiants garçons que d'étudiantes filles. C'était des beaux jeunes gens, probablement bien élevés, bien entourés, et celui qui avait organisé ces congrès allemands et internationaux, c'était le bon docteur Mengele, celui qui allait faire des expérimentations terrifiantes à Auschwitz sur des enfants, adultes et des enfants. Injecter du bacille piocyanique dans le vagin des petites filles pour voir comment elles réagissaient, faire des tortures médicales effrayantes et stupides. Et qui n'ont, bien sûr, sur le plan scientifique, qui n'ont rien donné. Or, le docteur Mengele n'était pas un sadique. J'ai connu des gens qui ont travaillé avec lui, de même que j'ai très bien connu des gens qui ont travaillé avec Maurice Papon et qui en disaient beaucoup de bien. J'ai connu des médecins qui ont travaillé avec Mengele. Il était poli, même avec les gens qu'il torturait. Il était cultivé, il était agréable. Ce que j'ai entendu dire de Maurice Papon, c'était un homme cultivé, c'était un homme fiable, il travaillait bien, c'était très agréable de travailler avec lui. Comment expliquer ce mystère? Vous aurez la réponse dans 40 minutes. C'est-à-dire que le problème, c'est pas, comme je l'ai entendu quand j'étais enfant, après les années d'après-guerre, on disait, eh bien, il y a les gentils et les méchants. Les gentils, c'est les Français résistants, et les méchants, c'est les salboches. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. D'abord parce que les Français étaient pétainistes, ce qu'on peut comprendre. Pétain, c'était beaucoup de juifs français étaient pétainistes. Ils avaient combattu sous les ordres de Pétain. C'était le sauveur de la France. Les taxis de la Marne, qui étaient une mise en scène magnifique. Il paraît que sur le plan militaire, c'était moyen moins, ou moyen très moins, c'est ça, non? Moyen très pas grand-chose. Mais sur le plan mise en scène, c'était une jolie mise en scène, c'était une belle mise en scène qui avait convaincu des tas de gens, et beaucoup de Français étaient pétainistes, beaucoup de Juifs français étaient pétainistes, de la manière qu'on peut comprendre, la plus logique du monde. Et puis, à ce moment-là, on voit apparaître que l'héroïsation, elle est apparue après la guerre. Pendant la guerre, les résistants avaient intérêt à ne pas faire parler d'eux. Parce que si aujourd'hui, il y a des gens qui disent que les djihadistes sont des héros. Sûrement pas.
les résistants, que les djihadistes sont des résistants. Sûrement pas. Les djihadistes font des attentats atroces et spectaculaires pour passer à la télé, de façon à pouvoir terroriser le pays. Il y a eu 147 morts par attentat cette année. Qui a parlé des 100 000 morts par tabac? Personne. C'est-à-dire qu'on s'indigne, ce que je comprends, des 147 morts par attentat djihadiste, et on ne dit pas un mot des 100 000 morts par tabac, ou on ne dit pas un mot des 11 000 suicidés, ou on ne dit pas un mot des 4 000 morts par accident de la route. Ces 4 000 morts depuis la réduction de vitesse. Avant la réduction de vitesse, c'était 12 000 morts par an. Alors comment ça se fait? Eh bien, c'est parce que les terroristes ont très bien compris qu'il faut provoquer une émotion, mettre en scène un spectacle d'horreur pour terroriser les gens de façon à pouvoir leur imposer notre loi. Et là, avec très peu de sacrifiés, d'hommes sacrifiés, on arrive à des performances politiques tout à fait importantes. Alors, ce genre de Jean Moulin, par exemple, c'est un héros aujourd'hui, c'est une belle figure d'héroïsme. Pendant la guerre, bien sûr, il avait intérêt à ce qu'on ne parle pas de lui, sinon il aurait été arrêté. Il a été arrêté. Et à partir de quand a-t-il été héroïsé? 1964, c'est-à-dire 20 ans après la libération, 19 ans après la libération. Parce que dans les récits, on avait besoin d'une belle image qui parle d'une nouvelle manière de faire la France. Donc à ce moment-là, il a été héroïsé. Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle ont été héroïsés. Hollande, notre président pendant encore 80 jours, c'est ça, 75 jours, a dit ce sont deux héros. Pas du tout. J'ai rencontré Germaine Tillion et des gens qui adoraient Germaine Tillion. Elle voulait pas du tout être un héros. Elle était ethnologue. Elle voulait travailler, faire son travail d'ethnologue, faire son jardin, avoir des copains et tous les dimanches faire un concours de plats cuisinés. Voilà ce qui l'intéressait. Mais l'héroïsme, elle voulait pas mourir et elle voulait tuer personne. Elle voulait pas être un héros. Et si je dis ça, c'est pour dire que le contrat moral que le héros, le candidat héros, passe avec nous qui en avons besoin, c'est « je suis prêt à mourir pour vous si vous votez pour moi ». Et beaucoup de héros, beaucoup de dictateurs ont été élus et sont encore aujourd'hui élus, avec ce contrat moral. Je suis prêt, je me sacrifier pour mon peuple, je vais mourir pour vous, votez pour moi. Les gens votent pour le candidat héros et il fait son coup d'État après. Ce qu'a fait Hitler. Hitler a été démocratiquement élu. Or, on voit qu'il y a un phénomène qui se passe, qui est un phénomène de contagion des croyances, contagion émotionnelle, épidémie de croyances. C'est-à-dire qu'en 1929, les nazis gagnent 2,6% des voix. Et tous les Allemands disent c'est stupide, ça n'ira pas plus loin. 10 ans plus tard, 95% des Allemands claquent des saluts hitlériens. Et dans un livre qu'on a sorti, c'est un livre de travail sur les histoires folles en psychiatrie, on a fait des enquêtes sur archives, quelquefois sur rencontres personnelles, mais surtout sur archives. Sur les 95% d'Allemands qui claquaient des saluts hitlériens, il n'y avait pas 95% de nazis. Il y avait, on va dire, selon les professions, 40 ou 50% de nazis, ce qui est beaucoup, et les autres étaient obligés de claquer les saluts hitlériens à cause de l'arme de la dictature, qui n'est ni la police ni l'armée, qui est le conformisme. Dès l'instant où un processus dictatorial est déclenché, c'est le conformisme qui impose sa loi. On n'ose pas se démarquer, on n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord. Et si vous voulez une belle illustration de ce que je viens de dire, c'est Victor Klemperer.
C'est un linguiste allemand, juif, qui assiste à la montée du nazisme. Et tout de suite, il comprend que quelque chose de tragique se prépare. Et quand une voiture d'un dignitaire passait, la foule se précipitait pour le voir, pour voir le dignitaire, et claquer des saluts hitlériens. Et lui, il disait, je peux pas faire un salut hitlérien, j'y arriverai pas, je pourrais pas lever mon bras droit pour faire un salut hitlérien. Alors dès que la foule se précipitait dans un sens, lui se précipitait dans un autre sens pour trouver une rue latérale pour se cacher de façon à ne pas avoir à faire un salut hitlérien. Et il dit, je courais, et dès que j'avais une rue latérale, on se retrouvait à 4 ou 5 essoufflés, parce que les autres aussi avaient couru pour ne pas faire un salut hitlérien. Donc c'était pré-verbal. Il ne s'était pas passé le mot. Émotionnellement, il ne supportait pas de se soumettre au conformisme, alors que bien sûr, l'immense majorité de la population se soumettait au conformisme, d'une part parce qu'il y a des épidémies de croyances, et d'autre part parce qu'il y a des intérêts. J'ai mon ami Șerban Ionescu, qui travaille beaucoup avec moi, a passé son enfance à l'époque de Ceausescu, et j'ai été en Roumanie à l'époque de Gheorghe Udej. Ils jouaient bien au rugby à cette époque-là. Et donc j'avais été sélectionné pour jouer dans une équipe de rugby qui partait en Roumanie, mais il y a 15 joueurs dans une équipe de rugby et il y avait 15 candidats. Donc j'avais une chance d'être sélectionné. Donc j'ai été sélectionné parmi les 15 meilleurs et je me suis retrouvé donc en Roumanie sous Gheorghe Udej. Et avant le match, on a dû faire une manifestation obligatoire. Alors je disais, mais on n'est pas roumain, c'est idiot, pourquoi est-ce qu'on... Non, il faut aller manifester. Mais je dis, mais on ne connaît pas la politique de la Roumanie, puis on est des gamins, puis on connaît... Non, il faut y aller. Et j'ai mis longtemps à comprendre que celle qui n'allait pas à la manifestation obligatoire, je cite Șerban Ionescu, Violeta Stan, qui sont professeurs à Timișoara, il disait, celle qui n'allait pas à la manifestation obligatoire, ces enfants n'étaient plus pris à l'école et la répression administrative commençait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de police, le conformisme était vraiment l'arme des dictateurs. Alors cette manière d'imposer sa loi, elle existe depuis toujours. Et que ce qu'on voit, la méthode psychologique, c'est le slogan. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé avec l'UNICEF, avec les enfants soldats, comme je rentre de Colombie, là, où il y avait aussi beaucoup d'enfants soldats dans les FARC, et l'UNICEF évalue à peu près à 400 000 le nombre d'enfants soldats sur la planète aujourd'hui. Et ces petits Congolais étaient très, très altérés. Et je leur disais, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour vous resocialiser? Et ils ne pouvaient pas rentrer dans leur village parce qu'ils auraient été tués. Après, ce qu'ils avaient probablement fait, il n'y a plus de famille, ou parfois même certains avaient tué leurs propres parents. Donc ils ne pouvaient plus rentrer dans le village et tous voulaient devenir journalistes. Mais pourquoi vous voulez devenir journaliste? Parce qu'on ne peut pas laisser faire un crime pareil sans témoigner. Il faut des journalistes. Pourquoi médecin? Pourquoi vous voulez devenir médecin? Je sais à quel point ça fait souffrir d'être un enfant soldat, donc je saurais les soigner. Et il n'y en avait qu'un qui était mignon comme tout. Il ressemblait à mon petit-fils, qui est le plus beau petit-fils du monde. Et non, ça c'est objectif, hein, ça c'est pas discutable. Sauf qu'il avait des fossettes, et puis sauf qu'il avait la peau noire, sinon c'était mon petit-fils. Et alors lui il était mignon comme tout, et c'était le seul qui disait, je lui disais, mais vous, je les vous voyais, parce que je savais ce qu'ils avaient subi, moi j'ai posé aucune question.
Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben moi, je veux être footballeur comme Zidane ou Ronaldo. Je me suis dit, bon, ça va, celui-là, il est sauvé. C'est-à-dire qu'il avait un rêve d'enfant, il avait un rêve accessible. Alors que ces enfants qui voulaient, à 10 ans, voulaient devenir journalistes ou médecins, c'était des enfants qui étaient des petits vieux. Ils avaient vieilli précocement, on leur avait posé des problèmes au-dessus de leur âge. Ce n'étaient pas des problèmes d'enfants, c'était des problèmes tragiques. Alors ils s'en sauvaient par ce rêve, et je pense que ces enfants, pour se sauver, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais il faut leur donner des lectures d'enfants soldats. Il y en a un, je dis son nom parce qu'il en a fait un livre, Ismaïl Béa. Il en a fait un livre. Il a été un petit Burkina Faso et il est adopté par des Américains et il fait des études à Harvard et il a écrit un livre dont j'ai oublié le titre, mais si ça vous intéresse, Ismaïl B-E-A-H. Il raconte comment il s'en est sorti. Ça veut dire que c'est possible, à condition que le quartier, la famille, la culture disposent autour de ces enfants des tuteurs de développement, des tuteurs de résilience qui leur permettront de reprendre non pas leur bon développement, puisque le traumatisme, ils l'oublieront jamais, mais de reprendre un bon développement. Ça, qui n'est pas le développement qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu cette tragédie dans leur vie. Alors, cette violence-là, elle est adaptative. Et elle correspond à un besoin psychosocial. Alors maintenant, on va quitter les individus et on rentre dans la résilience des groupes, la résilience collective. Alors, bien sûr, l'exemple même du héros tragique, c'est Hitler, mais il y en a d'autres. Hein. Alors, j'ai pris Hitler parce que on croit savoir de quoi parle Hitler, mais en fait, j'ai des amis historiens, Denis Péchanski entre autres, qui découvrent de plus en plus d'archives qui montrent, et il y a Eva Braun, pour ceux qui lisent l'anglais, ça n'a pas été traduit, mais c'est un livre terrifiant et passionnant, qui montre que, dans la réalité, l'homme Hitler, c'était personne. Rien, personne. Dans les récits d'Hitler, c'était le sauveur, c'était le héros magnifique. Il allait sauver l'Allemagne de l'humiliation de 14-18. Et c'est pas faux. Parce que en 1918, le traité de Versailles, après la défaite allemande, avait empêché les Allemands de reconstruire une culture allemande. Parce qu'ils avaient des dommages de guerre tellement énormes que tout ce qu'ils gagnaient partait en France au titre des dommages de guerre. Donc ils ne pouvaient pas faire d'éducation, ils ne pouvaient pas faire d'art, ils ne pouvaient pas faire de culture. Et cette place vide a été prise par des institutions presque privées, les jeunesses hitlériennes et les pionniers communistes. C'est-à-dire que, et j'ai une amie qui était dans les jeunesses hitlériennes, elle a 1 an ou 2 de plus que moi, devinez la couleur de ses poils et la couleur de ses yeux. Je l'aime beaucoup, elle est grande, c'est la Valkyrie, elle est grande, elle est belle, elle a été très belle, je l'aime beaucoup. Et elle m'explique, qu'est-ce que tu veux? J'avais 6 ou 7 ans, j'étais blonde aux yeux bleus, on me dit, tu vas sauver, tu vas apporter 1000 ans de bonheur au monde, tu es le prototype racial d'une Aryenne, ne va surtout pas à l'école, parce qu'on t'apprendrait des bêtises, mais belle comme tu es, tu vas danser comme les Grecs et tu vas faire le plus d'enfants possible. Elle disait, comment voulez-vous? On me disait, ne va pas à l'école, danse, tu es la plus belle, comment voulez-vous que ça la rende pas heureuse? Et on disait la même chose aux petits garçons, on leur disait pas tu es la plus belle, mais on disait aux petits garçons, on leur faisait des fusils en bois et on les entraînait au métier de la guerre. Et quand l'Allemagne nazie est tombée, ces petits garçons étaient fanatisés. Et ils allaient se faire tuer par les Américains. Et j'ai discuté avec des Américains au mémorial de Caen.
les survivants, c'est des gens très âgés maintenant, enfin, s'il en reste, et il disait, on voyait un uniforme allemand avec un fusil, on tirait dessus de loin. Et c'est en arrivant sur le corps qu'on voyait qu'on venait de tuer un petit garçon de 12 ans. Et c'est ce qui se passe actuellement dans les guerres du Proche-Orient. On dit que la France est en paix, on est en guerre. On a 12 000 soldats au Mali, en Afghanistan, et Hollande a avoué il n'y a pas longtemps en Syrie. Donc, et à Toulon, qui est le premier port de guerre français, ces jeunes qui sont admirables physiquement, mentalement, intellectuellement, qui sont bien préparés, on les voit rentrer, il y a moins de morts que dans les guerres classiques, parce que la technologie les protège, il y a énormément de syndromes psychotraumatiques, parce que les djihadistes mettent en première ligne leurs enfants. Ils les mettent en première ligne. Et les soldats, ils savent que les enfants ont des ceintures d'explosifs autour de la taille, et ils disent, si je tire pas, l'enfant va mourir avec nous, si je tire, l'enfant va mourir tout seul. Et parfois, les djihadistes envoient des enfants, les militaires tirent, il n'y a pas d'explosifs autour de la taille. Et les soldats rentrent, imaginez un petit peu dans quel état ils rentrent, ravagés. Et il y a énormément de syndromes psychotraumatiques parmi eux. Donc, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une... Alors là, je vais reprendre Victor Klemperer. Il y a une manière de parler, une rhétorique, un agencement des mots qui permet de repérer un langage totalitaire. Et dans ce langage totalitaire qu'on voit réapparaître, quand j'étais enfant, j'ai subi un langage totalitaire, j'étais convaincu que ça ne réapparaîtrait jamais. Ça réapparaît. C'est pas le nazisme, c'est un langage totalitaire. C'est pas la biologie imaginaire du racisme, c'est pas la théorie de la race supérieure, c'est un langage totalitaire. Et dans ce langage totalitaire, il y a une technique, c'est-à-dire tu es merveilleux, tu vas sauver ton peuple, ta religion, ta famille au prix de ta vie, mais tu vas pas mourir parce que si tu meurs, tu iras au paradis, tu vivras mieux. C'est la mort. J'entends parler de suicide djihadiste, c'est pas un suicide, c'est une promotion. Pour eux, ils se suicident pas. Pour eux, ils vont, c'est une promotion. Ils vont sauver leur famille, ils sont shahids. Ils vont sauver leur famille et ils vont avoir une vie extraordinaire ensuite. Alors, pendant un moment, on m'avait dit, je travaille beaucoup au Proche-Orient, on m'avait dit, ils vont vivre, ils auront 72 vierges. Mais avec la dévaluation, maintenant, ils sont passés à 120. Donc, c'est absurde, ça marche très bien. C'est absurde, c'est d'une bêtise, c'est d'une bêtise, ça marche très bien. C'est le mépris de la raison. Mais en revanche, c'est le triomphe de l'émotion. Et ça consiste à provoquer une indignation au nom de la morale. Il faut que tu tues les tziganes, les juifs bien sûr, il faut que tu les tues, ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que toi, il faut que tu les tues parce que ce n'est pas des vrais êtres humains. Alors, dans la théorie nazie, les noirs, les nègres, étaient des êtres humains, mais inférieurs. Donc on pouvait en faire l'élevage. C'était leur mot, hein. Alors que bien sûr, les juifs et les tziganes n'étaient pas des êtres humains, c'était des bactéries, des souillures. Il était moral de les tuer, on les tuait au nom de la morale. Et j'ai eu un entretien avec Todorov, que j'admire beaucoup. Il y a eu 2 pages dans Le Monde, si ça... C'est un historien, anthropologue, que j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour lui. On a été d'accord pour dire que c'est une morale perverse. Morale, donc les 2 mots paraissent antagonistes, et c'est bien ce que je veux dire. Parce que Papon, Mengele, Rudolf Höss, pas S, hein, Rudolf Höss, le directeur d'Auschwitz, était très cultivé,
Et pour ceux qui lisent l'anglais, dans l'expertise psychiatrique des inculpés de Nuremberg, qui a été fait par Léon Goldenzone et publié chez Penguin Press, vous verrez Rudolf Höss, le directeur du camp d'Auschwitz, témoigner et dire « J'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie ». Comment comprendre ça? Quand on fouille un peu, et dans le livre il y a une photo, et il dit « Je m'entendais très bien avec ma femme, on avait 3 ou 4 enfants qu'on aimait beaucoup, on avait une petite maisonnette à l'entrée du camp, j'ai passé avec ma femme et mes enfants les plus belles années de ma vie. Mais j'avais un métier bien difficile, vous savez, j'étais obligé tous les jours de commander la disparition en fumée de 10 000 corps par jour. C'était un métier difficile, mais j'étais heureux parce que je m'entendais très bien avec ma femme et j'avais des enfants que j'aimais beaucoup. Morale avec mes proches, pervers avec mes lointains que je ne connais pas. Alors la définition de la perversion, quand j'étais étudiant en médecine, elle venait du corps médical et de l'Église, et était dit pervers celle qui avait des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant. Alors là, à Nonnet, il y en a des pervers. Hein. Donc, bien sûr, ça n'a aucun sens. Alors aujourd'hui, la définition de la perversion, c'est celle de Lacan et de Deleuze, le philosophe, qui sont d'accord pour dire le pervers, c'est celui qui vit dans un monde sans autre, sans altérité. Seul compte mon monde. Papon, Rudolf Höss, Mengele, gentil, cultivé, poli, gentil parent, gentil papa, indifférent aux 10 000 corps qu'il faisait partir en fumée chaque jour. Aucune importance, c'est pas des êtres humains. Et d'ailleurs, les Allemands disaient, ce sont des Stücken, ein Stück. Ce sont ein Stück, c'est un morceau. Donc c'est dans le langage totalitaire, on ne dit pas qu'un chat est un chat. Dans le langage totalitaire, on fait des litotes. D'ailleurs, les Français, pendant la guerre d'Algérie, ne parlaient que par litote. Hein. Les soldats français, j'ai fait mon service après la fin, il y avait encore les tensions avec l'OAS, c'était encore très tendu, mais j'ai pas à me plaindre. Il y avait pas, c'était pas les 30 000 morts français quand même, et les 200 000 morts algériens. Donc c'était quand même une guerre que Chirac a reconnue, mais quand on dit c'est une opération de police. Euphémisme. C'est une opération de police, 200 000 Algériens tués, opération de police. Ça, les policiers, ils étaient énergiques. Hein. Donc ça veut dire, voilà, euphémisme. Donc, et c'est ce qui caractérise le langage totalitaire. On ne dit pas qu'un chat est un chat. On fait des euphémismes, on tourne, et c'est le mépris de la raison. Et surtout, c'est le langage par slogan. C'est-à-dire, surtout ne pense pas. C'est d'où Hitler disait aux garçons et aux filles, obéissez, ne pensez pas. Et c'est pour ça que quand j'ai été au Congo, j'avais dit aux gens avec qui j'étais, on ne pose pas une seule question à ces enfants, pas une seule, on leur raconte nos histoires et on leur demande de juger. Ils avaient 10 à 12 ans. Et on leur disait, voilà, alors je leur disais, voilà, moi j'ai connu la guerre de 40 et la fin de la guerre d'Algérie, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'était ces petits garçons qu'on invitait au jugement. Pour juger, il faut écouter un tel, puis ensuite écouter un tel, il faut lire un tel, puis lire un autre livre, il faut voyager, il faut rencontrer, il faut réfléchir, il faut glaner des informations différentes, et ensuite on décide en jugeant. Or, dans le langage totalitaire, c'est pas ça, il n'y a que des slogans. D'où les phrases par slogan qui arrêtent la pensée. C'est-à-dire que les mots sont des outils de pensée, pour certains, mais les mots récités
sont des outils qui arrêtent la pensée. Ésope, la langue d'Ésope, c'est-à-dire que le langage, c'est le pire et la merveille et l'horreur. Alors je termine en disant qu'ensuite il y avait Jesse Owens est souvent cité en exemple d'héroïsation. Alors Hitler pensait que les nègres étaient des hommes inférieurs, alors que les juifs et les tziganes ne l'étaient pas. Alors, et il disait que les Jeux Olympiques, forcément, il devait y avoir que des vainqueurs blonds aux yeux bleus, ce qui a souvent été le cas. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui est blond aux yeux bleus serait un être inférieur. Hein. Donc, ils étaient entraînés, ils étaient beaux. Regardez les films de Leni Riefenstahl. Ils sont beaux, ces jeunes gens. Ils sont blonds, ils sont musclés, et les filles sont beaux. Y a pas... Mais est-ce qu'ils sont de race supérieure parce qu'ils sont beaux? Non, ils sont beaux. Ils ne sont pas de race supérieure. Alors, et Jesse Owens, honte pour les Allemands, un nègre remporte, avec une élégance physique et morale extraordinaire, remporte des victoires, surtout dans les épreuves clés des Jeux Olympiques. Et Hitler quitte les Jeux Olympiques de façon à ne pas avoir à lui serrer la main. Et alors à ce moment-là, beaucoup de gens héroïsent Jesse Owens parce qu'il a démontré la stupidité de la théorie raciste. Et puis Jesse Owens rentre aux États-Unis, il y a l'apartheid, il n'a pas le droit de s'asseoir dans tous les bus, il n'a pas le droit d'aller dans certains quartiers, et il dit il y a plus de racistes aux États-Unis que dans l'Allemagne nazie. Alors, donc, mais voilà, donc il a été invité à juger et il a été capable de juger. Alors, je termine en disant que finalement, les héros de temps de paix, là j'ai encore, Monsieur Fonbonne, où il est, j'ai encore 5 heures d'exposé à faire, c'est possible? Là je viens de terminer mon introduction. Donc, il me dit non, bon c'est pas possible. Donc je vais accélérer, et les 5 heures, je vais les dire pendant les 2 minutes qui me restent. Alors, en temps de paix, alors, il y a eu en temps de paix, on a besoin de héros, mais ce sont des héros de temps de paix. C'est Zidane, c'est Ronaldo, c'est un écrivain, c'est un chanteur, c'est quelqu'un qui sauve le match. Mais moi, je veux bien qu'il sauve le match, mais entre le héros qui sauve un match, alors dans les livres, dans les journaux sportifs que toutes les femmes lisent avec attention, il y a surtout les trucs de football, match historique. Tu parles une semaine après, tout le monde a oublié la victoire historique de l'équipe d'Annonay contre l'équipe. Il n'y a pas de victoire historique. Donc, mais ça fait rien. On est en temps de paix. On peut se permettre d'avoir des héros de temps de paix comme ça. Alors autant avoir des héros footballeurs que d'avoir des héros sauveurs comme Hitler ou Mengele. Alors il y a la même chose au Rwanda, où j'ai aussi travaillé, avec les mêmes mots, les mêmes procédures et le même. Alors là, ça nous concerne, nous, ici, aujourd'hui, en France. C'est que, au début, quand le vent mauvais commence à souffler, j'habite en Provence où il y a souvent des incendies. Quand l'incendie démarre, c'est un feu de broussailles. Avec des branches, à 2 ou 3, on tape sur l'incendie, on l'éteint. Quand l'incendie a démarré, il faut des professionnels, il faut les pompiers, il faut les canons. Et quand l'incendie quand il y a une bourrasque, quand il y a le Mistral, plus personne ne peut arrêter l'incendie. D'où l'expression que je propose sur le vent mauvais, les épidémies de croyance. Au Rwanda, les Rwandais m'ont expliqué. Parmi les Hutus, il y a eu des justes, c'est-à-dire des gens qui ont protégé les Tutsis. Comme il y en a eu chez les Allemands, comme il y en a eu chez les Polonais. Il y a des hommes qui jugent des femmes et qui ne se laissent pas emporter par le vent mauvais. Au début, c'est pas difficile.
les Hutus disaient au début, d'accord, il y a des injustices sociales, il y a des injustices politiques, on va manifester, on va le faire savoir, et on va on va chercher à provoquer une réforme politique pour que il y ait moins d'injustice sociale. Quand les massacres ont commencé, les Hutus justes disaient bon bah écoutez, allez-y, puisque c'était gouverné par la radio des Mille Collines qui disait les quartiers où il fallait massacrer, les Hutus disaient on va à la tuerie, à la corvée de tuerie. Et les Hutus, les justes leur disaient bon bah écoutez, ne tuez pas trop. Et quand la bourrasque avait été incontrôlable, un Hutu qui disait ne tuez pas trop était tué. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans les pays du Proche-Orient, où on nous demande de choisir son camp, et celui qui dit mais je vais négocier est tué. Yitzhak Rabin, Sadat, tous ceux qui veulent la paix au Proche-Orient sont tués. C'est-à-dire que, quel que soit le bord, hein, donc ça veut dire que la bourrasque souffle tellement fort que c'est au début, c'est quand qu'il aurait fallu l'arrêter, on l'a pas fait. Alors on voit que finalement, je vais terminer, donc j'ai parlé des morales perverses, et que le temps des prophètes, je vais citer Michelet. Michelet dit, dans toutes les histoires, il y a toujours un moment où il y a le temps des prophètes. Et il disait, le temps des prophètes, c'est mauvais signe. Parce que les prophètes n'apparaissent que dans les déserts de sens. Quand des héros apparaissent, c'est qu'il y a une défaillance culturelle. Donc c'est le thème de mon exposé. Et en France, on a connu, il y a eu des attentats terrifiants. Il y a eu l'attentat du Bataclan. J'étais à Munich le soir du Bataclan. Et bon, c'est un attentat terroriste. Et encore, les gens ont bien réagi, puisque sinon la foule du Stade de France serait sortie et ils auraient été massacrés. Tandis que là, au contraire, ils ont fermé les portes et ils ont demandé aux joueurs de France-Allemagne de continuer le jeu de façon à empêcher les gens de s'enfuir, parce que des gens les attendaient avec des mitraillettes, et là, ça aurait été un massacre encore plus grand, qui a déjà été un grand massacre, mais là, ça aurait été une tuerie encore plus grande. Quand le lendemain, il y avait dans les rues de Munich, j'étais à Munich ce soir-là, parce qu'à Munich, Angela Merkel a fondé un centre de la pensée extrême, à Munich, avec l'argent allemand. Et c'est terrifiant et passionnant, parce que c'est de ce centre d'ailleurs que je tire la plupart des idées que je vous propose ce soir. Et le lendemain, dans les rues de Munich, j'ai vu des manifestations de Pegida, c'est-à-dire des racistes qui étaient prêts à aller bouffer de l'arabe, et qui étaient, alors je disais, ils étaient en tenue de bagarre, et je disais, mais ils n'ont pas d'armes. Et j'étais avec des Allemands qui m'ont considéré comme un naïf, et ils m'ont dit, ils n'ont pas d'armes maintenant, mais sois sûr qu'il y a des voitures qui suivent avec des coffres bourrés d'armes, et que si un incident éclate, 30 secondes après, ils seront tous armés. Le lendemain, en France, les Parisiens ont très bien réagi. Pas de haine, pas de spirale de la violence, ils ont réagi, je pense, avec dignité. À Nice, dans un autre massacre effrayant, les Niçois ont très mal réagi, puisqu'un mort sur 3 était musulman, et quand les familles ont voulu faire leur deuil, ce qui est leur droit le plus légitime, on leur a craché dessus et on leur a dit rentrez chez vous, sales arabes, et les hommes politiques se sont insultés à la télévision. À Paris, on fait les évaluations des syndromes psychotraumatiques. Un an après, on était à 25%, c'est-à-dire que les syndromes psychotraumatiques diminuaient parce que tout le monde avait été bien entouré, parce qu'on leur avait donné la parole, parce qu'on les avait sécurisés, et on voyait disparaître les syndromes psychotraumatiques. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont à 10-15%. Ils étaient à 25% un an après.
Je fais l'hypothèse qu'ils sont à 10-15% aujourd'hui. Je fais l'hypothèse qu'à Nice, ils sont à 30-40% de traumatisés aujourd'hui. Parce que personne ne les a aidés, au contraire même, on leur a craché dessus alors qu'ils étaient en deuil et on les a insultés. Donc voilà, donc là il n'y aura pas de résilience possible. Alors, quel est l'avenir des héros? Eh bien, personnellement, je souhaite qu'on leur fasse le moins d'avenir possible, ou alors qu'on ne fasse que des héros bénéfiques, c'est-à-dire Tarzan, Rémi, Zidane, Ronaldo. Voilà les héros que je vous propose, et je vous propose de voter pour eux. Merci de m'avoir écouté. Moi, en fait, je suis une victime du Bataclan. Et quand vous dites qu'il y a 15% de traumatisés, peut-être que c'est vrai à Paris, c'est sûrement pas vrai en province parce que nous, on a un petit peu abandonné. Et en fait, quand vous parlez des héros, moi, ma fille, elle a 3 ans. Donc, elle a besoin, enfin, je pense que son héros, c'est encore sa mère. Et quand on voit sa mère pas bien, parce que comme je l'ai été pas bien, c'est difficile pour un enfant et pour moi. Enfin, je devrais être son héroïne. Alors, quand est-ce que je cesserai d'être son héroïne à ses yeux? Il y a un âge limite. Alors, non, merci pour votre question parce que effectivement, elle pose votre question pose la question de la transmission. Quand on a été traumatisé, et le Bataclan était un immense trauma, il y a plusieurs mauvaises solutions. La première mauvaise solution, c'est de se taire, et la deuxième mauvaise solution, c'est d'en parler. C'est-à-dire que si on se tait, ce qu'ont fait les Arméniens, ce qu'ont fait les Juifs pendant 40 ans, les enfants ont des parents étranges. Maman que j'aime beaucoup, je suis attaché à maman, et quand je parle, il y a toujours une zone de silence. Elle parle jamais de Paris, elle parle jamais de ça. L'autre mauvaise solution, c'est d'en parler. Si j'ai été médecin pendant 40 ans à la Seine, où Toulon a beaucoup souffert de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait la marine nationale, parce qu'il y avait l'arsenal, parce qu'il y a eu d'abord l'occupation italienne, ensuite l'occupation allemande, et puis surtout les bombardements américains qui ont tué 3000 Toulonnais. Et puis les Allemands prenaient des otages. Dès qu'un Allemand était tué, ils fusillaient aussitôt 30 innocents. Donc les communistes, qui étaient nombreux et qui ont joué un rôle efficace dans la résistance, ont parlé, alors que les Arméniens et les Juifs se sont tus. Leurs enfants leur reprochent d'avoir parlé. De quel droit, papa, maman, m'as-tu fait vivre dans la souffrance de ce que tu as subi? Alors, docteur, comment on fait? Si on se tait, on transmet l'angoisse. Si on parle, on transmet l'horreur du trauma. Le seul moyen, c'est le détour par le tiers, ce qu'ont fait les Parisiens. Après le Bataclan, ils ont été invités à parler en public. Gilbert Léris a fait un livre et un film d'une beauté excessive. Je l'ai rencontré et je lui ai dit, mais comme je lui ai dit, mais c'est presque trop beau. J'aurais compris une réflexion, à coup sûr, mais là, il y avait une recherche de la poésie. Et Léris me dit, mais si j'avais pas cherché à faire de la poésie, j'aurais ou bien fondu en larmes, ou bien explosé de haine. Le seul moyen que j'ai trouvé, comme Charlotte Delbo à Auschwitz, comme Corneille le chanteur après le Rwanda, le seul moyen que j'ai trouvé, ça a été le détour de l'œuvre d'art. Ce que je ne peux pas dire en face à face, parce que comme disait Elie Wiesel, c'est impossible, il m'est interdit de me taire, et c'est impossible à dire. Il m'est interdit de me taire parce que si je me tais, je me fais complice des assassins. Ils ont tué mes proches et je dis rien.
je suis complice des assassins. C'est donc, il m'est interdit de me taire, mais c'est difficile de parler. Et c'est très bien dit. Le seul moyen, c'est de faire le détour du tiers. Comprendre, faire des poésies, faire des rassemblements. Et c'est ce qui s'est passé à Paris, c'est ce qui ne s'est pas passé à Nice. C'est pour ça que je pense que le nombre de syndromes psychotraumatiques qui existent encore, mais qui baissent d'année en année, je ne le sais pas, mais je fais l'hypothèse que à Nice, c'est pas possible. Parce que ils n'ont pas été soutenus. Non seulement on les a empêchés de chercher à comprendre, on les a pas sécurisés, on les a empêchés de comprendre, et les responsables, alors qu'à Paris, les hommes politiques et les femmes politiques ont très bien réagi, à Nice, ils ont réagi en s'engueulant. Je n'ai pas fait de travaux. Je suis certain qu'il y a plus de syndrome psychotraumatique à Nice qu'à Paris. Est-ce que le totalitarisme ne vient pas dès qu'on parle de pureté, aussi bien en pensée religieuse que laïque, on met en avant le concept de pureté? Très bien, merci pour cette question, parce que en effet, tous les régimes totalitaires parlent de pureté. Alors, les nazis parlaient de souillure juive. Donc, c'est au nom. D'ailleurs, merci pour cette question, parce que il y a eu une chaire d'hygiène raciale. Et Alexis Carrel à Lyon était prix Nobel de médecine, et Pétain l'avait nommé responsable de cette chaire. C'était pas hygiène raciale, mais ça revenait à ça. Il avait un budget énorme pour savoir qui on allait élever et qui on allait éliminer. Et il y a une phrase d'Alexis Carrel qui en substance dit, il propose, alors il a eu un prix Nobel parce qu'il a inventé la suture des vaisseaux, il a mérité son prix Nobel, il aurait mérité un autre prix Nobel pour avoir inventé la culture des tissus qui ont rendu un service énorme à la médecine, et il aurait mérité un procès pour crime contre l'humanité, parce que ça a été un des premiers à proposer les chambres à gaz pour éliminer les épileptiques, les déments, les juifs et ceux qui troublent l'ordre public. Alors, donc, trouble l'ordre public, il y en aurait eu du monde dans les chambres à gaz. Hein. Il resterait plus grand. Et l'argument de ça, l'argument d'Alexis Carrel, c'était l'argument de la pureté raciale. Il ne faut pas que des gens de race supérieure s'accouplent avec des noirs ou avec des juifs ou avec des malades mentaux, parce que ça va abattardir la pureté de notre race. Sous-entendu, nous, bien sûr, on est purs. Et ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, la même religion, ben, eux, ils sont impurs. Alors oui, votre remarque est totalement pertinente. D'ailleurs, c'est ce que dit Victor Klemperer, souligne en effet, comme vous l'avez dit, il souligne l'importance du mot pureté comme repère du régime totalitaire. Il souligne aussi l'importance du mot héros, parce qu'il dit que le nazisme est une fabrique de héros. Il y avait partout des images d'héroïsation. Et puis, il souligne aussi l'importance du mot instinct. Quand un régime est totalitaire, il surcote, il survalorise le mot instinct, parce que ça permet de dire qu'il y a parmi nous, les hommes de qualité supérieure, on a des instincts supérieurs, alors que ceux qui ont... C'est pour ça que la notion d'instinct maternel est très combattue par les féministes, et je crois qu'elles ont raison, parce que d'abord, en biologie, en éthologie animale, on n'emploie plus le mot instinct, qui n'est pas un concept pertinent. Je ne vois vraiment pas pourquoi on l'emploierait pour les humains, pour les femmes. Ce mot a été inventé en Allemagne, fin XVIIIe siècle, pour désigner quelque chose qui se déroulait, quel que soit le milieu et quelle que soit la culture, la race supérieure. Donc les femmes ont raison de dire que s'opposer... Alors il y a des femmes qui se vexent, mais non, l'instinct maternel, c'est quelque chose qu'on a plus que les hommes.
Alors, moi je dis, la sensibilité maternelle est certainement plus vive, l'empathie maternelle est certainement plus vive que celle des hommes, mais ça aussi c'est une construction. C'est pas un instinct, c'est pas un câblage génétique, c'est pas un câblage racial, c'est une construction que les femmes développent, je crois, mieux que les hommes. Mais c'est pas un instinct, c'est une construction d'être femme dans notre société. Est-ce que vous établissez un lien direct entre ce que vous appelez résilience et ce que dans l'Antiquité on appelait maïeutique? Le fait d'accoucher les âmes, est-ce que ce travail de résilience avec les tuteurs de résilience, ce parcours, vous établissez un lien vous directement, ou c'est quelque chose que vous considérez comme absolument nouveau? Vous n'avez pas une autre question? Merci. Je sais pas répondre. Non, mais je pense que c'est un peu confus pour moi aussi, de toute façon. Il y a énormément de travaux sur la résilience actuellement. En Amérique du Sud, ils travaillent sur la biologie de la résilience, sur la neurologie de la résilience, sur la manière dont les récits artistiques ou les stéréotypes, les préjugés parlent autour de quelqu'un qui a été blessé, aident à la résilience ou l'empêchent. En Europe, il y a aussi énormément de travaux. Je crois qu'en France, il y a eu 6000 thèses de 3e cycle l'an dernier. On en est au 5e congrès mondial. Et il y a Alors, tous ces travaux sont inégaux. Quelques travaux sont éblouissants. Enfin, je crois qu'on peut dire ça de tout, toujours. Hein. Quelques travaux sont éblouissants, notamment en biologie, en neurobiologie et en linguistique. Alors, en neurobiologie, grâce aux capteurs de scanner, résonance magnétique, tractographie, grâce aux capteurs modernes, on voit en photographie la manière dont notre cerveau est sculpté par nos relations. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, on disait le cerveau est dans une boîte crânienne et n'a pas de rapport avec l'extérieur. Et maintenant, on sait que le cerveau est sculpté par notre milieu affectif et même milieu culturel. Donc ça, c'est une découverte absolument passionnante, et on sait que quand quelqu'un a eu un trauma, on voit que le cerveau arrête de fonctionner au moment du trauma, il est gris, il fonctionne juste pour l'oxygène, mais il ne traite plus les informations. Il est KO debout. Dès qu'on sécurise les gens, hop, il se remet à fonctionner. Mais pour ça, il faut d'abord les sécuriser. Et ensuite, une fois sécurisés, on peut chercher des solutions, on peut chercher à comprendre, et là apparaît le travail des récits. C'est-à-dire que les deux secteurs de pointe actuellement sur la résilience, c'est la neurobiologie et la linguistique, et notamment la linguistique des fictions. Les fictions jouent un rôle majeur, les romans, les films jouent un rôle majeur dans la reconstruction des sujets blessés. Alors, on ne peut faire ça que si on peut pas être... Il y a des gens qui sont neurologues et linguistes, il y a des gens qui ont plein de... Mais c'est beaucoup plus facile d'associer des chercheurs. Mais parmi nous tous, il y a des gens qui sont fixistes et d'autres qui sont évolutionnistes. C'est-à-dire que parmi nous, dans cette salle, il y a des gens qui sont inquiets par tout ce qui bouge, inquiétés par tout ce qui bouge, et qui veulent qu'il y ait une théorie fixiste. Dites-moi la vérité, et accordez vos violons, et dites-moi la vérité. Et cela, quand on leur dit, aujourd'hui la vérité est comme ça, mais si on change le milieu, si on change le sujet, la vérité prendra une autre forme. Ah non, ça m'angoisse. Hein. Alors que parmi nous, il y a au contraire des gens qui aiment les théories évolutionnistes, que ce soit en biologie, en psychologie, en sociologie, en politique. Il y a des gens qui aiment l'évolution parce que ça oblige à changer de comportement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je suis très content de ma réponse.
très pratiquement, dans la vie quotidienne, comment on peut être sûr que notre héros sait? D'accord, merci. Oui, oui, vous avez raison. Alors, je pense que Hitler a été héroïsé, y compris par les enfants, qui ont été fanatisés par l'amour de Hitler. Jan Kershaw, qui est l'historien spécialiste de Hitler, montre à quel point cet homme qui dans l'individu était personne, dans le récit collectif a été énorme. Et votre question, j'y répondrai en disant que c'est probablement, ça s'explique par les croyances. Il y a plusieurs manières d'acquérir une croyance. Quand on est dans une famille musulmane, ou chrétienne, ou juive, ou polythéiste, un enfant acquiert les croyances de ses parents. Parce que croire ce que croient les gens qu'on aime, c'est une déclaration d'amour. On partage le même Dieu, on partage la même représentation, on est en familiarité, on est heureux ensemble. Donc si les parents valorisent Hitler, les enfants vont admirer Hitler et à ce moment-là, ils vont prendre Hitler comme image héroïque. C'est ce qui s'est passé. Et notamment quand les préadolescents, les garçons de 12 ans, eux, au moment où les Américains, ou les Russes surtout, étaient en train d'entrer dans Berlin, les derniers combattants, c'était les enfants. Parce que eux étaient complètement fanatisés et eux mouraient pour Hitler. En revanche, si on vit dans un milieu en paix, les héros sont d'abord maman comme base de sécurité, papa comme héros à l'extérieur, un peu après maman et un peu à l'extérieur. Et à ce moment-là, les récits, les films, les artistes posent des problèmes un peu différents et surtout, la culture l'école devrait apprendre à nos enfants à juger. Alors que dans un système totalitaire, on apprend aux enfants qu'il y a une seule vérité, celle du chef, du héros, Hitler. Alors que dans un régime démocratique, les artistes, les enseignants disent aux enfants, à vous de juger, comme j'ai essayé de le faire avec les petits Congolais. Je vous raconte mon histoire, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, alors bien sûr, les enfants, disant ce qu'ils en pensaient, ils apprenaient à juger et ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, ils étaient en train de parler d'eux-mêmes. Mais à ce moment-là, nous, adultes, éducateurs, on les invitait, on leur donnait la parole et on les invitait à juger. Alors que dans un régime totalitaire, on empêche les enfants d'apprendre à juger, on ne leur apprend qu'à réciter. Donc réciter les slogans du chef, que ce soit des slogans religieux, des slogans profanes, des slogans laïques ou même des slogans scientifiques. Parce que là aussi, il y a un système de croyance, même dans les milieux scientifiques. Donc, merci pour votre question, parce que dans un système démocratique, on apprend aux enfants à juger et on leur propose des héros de temps de paix, alors que dans un système totalitaire, on empêche les enfants d'apprendre à juger, on leur apprend la seule vérité et on leur dit que c'est merveilleux de mourir et de tuer surtout pour cette vérité. Est-ce que vous pouvez donner quelques raisons de cette radicalisation de ces adolescents aujourd'hui, quelques-uns, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que vous diriez à des parents qui sont dans cette épreuve de voir leurs enfants se radicaliser et peut-être même arriver à l'extrême, à partir justement dans ces pays-là? Oui, merci, ça permet de continuer la question précédente, parce que vous avez raison, quand on est petit, on prend le Dieu, les croyances de ses parents. C'est pour ça qu'il y a une cartographie des religions. Si on est au Proche-Orient, on a beaucoup plus de chances de devenir musulman que si on est en Australie ou en Amérique du Sud. Donc, on part parce qu'on s'attache à nos parents, même quand ils sont maltraitants, on s'attache à nos parents, même quand ils sont difficiles à aimer, et on prend leurs croyances. Mais la fonction de l'adolescence, c'est de se personnaliser. Et c'est l'âge du non. Alors, il y a plusieurs âges du non. Le premier âge du non, c'est vers 3 ans,
quand maman dit viens ici et que le bébé, l'enfant part en courant. Alors, il y a un contresens entre les générations, parce que la mère dit mais je vais être en retard au travail à cause de toi, elle se fâche, alors que l'enfant est heureux et fier de lui, parce que pour la première fois de sa vie, il peut s'opposer au désir de sa mère. Et sa mère ne comprend pas ça du tout. Sa mère comprend je vais être en retard au travail à cause de toi. Donc là, il y a un petit conflit familial fréquent, parce qu'il y a un contresens entre les générations. Mais à l'adolescence, on voit beaucoup d'adolescents changer de culture ou de religion. Et à ce moment-là, ils affirment leur indépendance, leur autonomie, ou bien en critiquant la religion de papa-maman. Oh oui, c'était des grenouilles de bénitier, oh là là, moi j'en ai marre, hein, pas question que j'aille à l'église autant qu'eux. Or, il y a des religions qui encouragent ça, et il y a des religions qui le punissent. Donc, il y a aussi à l'adolescence, c'est l'âge des conversions. On voit, il n'y a pas d'enfants, des petits-enfants musulmans qui se convertissent au judaïsme. Alors qu'on voit des adolescents musulmans en Algérie qui se convertissent au christianisme et qui sont considérés comme apostats. Donc c'est l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où on affirme sa personnalité, où on devient adulte et on juge. Je ne veux pas, je veux rester chrétien, mais pas autant chrétien que mes parents. Je veux rester communiste, mais parce que c'est aussi une croyance profane, hein, mais pas autant communiste que mes parents. Je veux, etc., etc. Donc la fonction de l'adolescence, c'est de permettre l'évolution des cultures. Je m'inscris dans la filiation de mes parents, communistes, musulmans, bouddhistes, mais pas tout à fait de la même manière qu'eux. Donc ça fait parfois des moments familiaux difficiles, mais ça permet l'évolution des sociétés et ça permet même l'évolution des croyances. Sauf que dans un régime totalitaire, c'est puni par la loi et que c'est même parfois puni très sévèrement. Donc on voit que c'est dans les régimes, on voit par exemple le catholicisme qui est devenu aujourd'hui probablement la religion la plus tolérante aujourd'hui. Cette même religion a fait l'Inquisition et a participé au colonialisme. La même religion qui aujourd'hui est ouverte, qui aujourd'hui accepte des tas de croyances différentes en restant chrétien, catholique pour ceux qui veulent le rester. Donc on voit que même les religions les plus dogmatiques évoluent. Par exemple, il y a eu les Juifs éthiopiens. La 12e tribu d'Israël disparue dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on dit. Ils sont persécutés par les Éthiopiens musulmans, et donc il y a un pont aérien qui est fait entre Israël et l'Éthiopie. Ces Éthiopiens juifs arrivent en Israël convaincus d'avoir respecté les rituels de la religion juive. Ils arrivent en Israël chez des Ashkénazes et surtout des Séfarades convaincus d'avoir respecté les rituels de la religion juive, et ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que même les rituels les plus dogmatiques ont quand même évolué. Alors, mais il y a des religions qui acceptent cette évolution et d'autres pour qui c'est un blasphème. Et pour répondre à la question des mots totalitaires, il y a des mots qui démontrent, qui prouvent le tapis roulant du totalitarisme, c'est mécréant, c'est le premier mot. Tu ne crois pas comme moi, donc tu es un mécréant, malcroyant. Il n'y en a qu'une seule bonne croyance, c'est la mienne. Donc, toi, puisque tu ne crois pas, mécréant, ça peut être aussi bien les hérésies chrétiennes, hein, ça peut être aussi bien les différentes manières d'être protestant. Mécréant, tu n'as pas la bonne croyance. Et ensuite, il y a une dérive des mots, et quand on arrive au mot blasphème, alors là, blasphème, c'est qu'on est en train de légitimer le crime religieux. Donc, dès l'instant où on emploie le mot blasphème, parce que l'histoire des blasphèmes, le bêtisier des blasphèmes est stupéfiant. Le chevalier de la Barre a été écartelé et torturé et mort
parce que était considéré à l'époque de Voltaire, c'est 18e siècle, hein, oui, les historiens, c'est 18e, non, a été considéré comme blasphème le fait de ne pas faire un signe de croix en croisant un curé. Aujourd'hui, Onan dans la Bible était considéré comme blasphématoire, parce que comme il ne voulait pas faire un enfant à sa belle-sœur, le Lévirat de l'Ancien Testament, il préférait, dit l'Ancien Testament, répandre sa semence par terre pour ne pas faire un enfant à sa belle-sœur. Or, c'était considéré comme un blasphème. Répandre sa semence par terre, onan, ça a donné onanisme. Donc, répandre sa semence par terre, c'était considéré comme un blasphème, alors qu'aujourd'hui, et ça a duré, l'onanisme a été très longtemps culpabilisé ou même puni. Maintenant, on y attache beaucoup moins d'importance. En tout cas, c'est plus considéré comme un blasphème. Et puis, si vous voulez être blasphématoire, je vous propose un jeu blasphématoire. Vous prenez ces 3 doigts et vous mettez votre pouce entre l'index et le majeur. Faites-le. Voilà, vous êtes... Eh bien, madame, vous êtes blasphématoire. C'est-à-dire... Parce que, regardez bien ce que vous avez fait. C'est un sexe de femme. Là, vous avez les grandes lèvres, et là, vous avez le clitoris. Vous y avez pensé tout de suite. Et les Templiers, passant devant la croix, le Christ en croix, faisaient la figue, qui existe encore en Corse. Aujourd'hui, on fait la figue au pape. Donc, ça veut dire qu'on est blasphématoire. Et les Templiers ont été massacrés parce qu'ils avaient fait ce geste blasphématoire, et puis ensuite on leur piquait l'argent. Mais ça, ensuite, c'était après seulement. Donc, et puis le bêtisier des blasphèmes, alors là j'ai pris 1 kilo de fiches sur le bêtisier des blasphèmes. Ça change étonnamment selon le contexte et la culture, mais quand on emploie le mot blasphème, c'est qu'on est en train de légitimer le crime. J'aimerais que vous me clarifiez, je crois que vous avez parlé de la personne héroïsée, puisque vous avez employé le terme, tel que Zidane, Tarzan, etc. Mais on peut parler aussi de la personne héroïque, c'est-à-dire celui qui prend des risques, voire qui plus, pour sauver la communauté ou les gens autour de lui. Et je pense par exemple à Mandela ou aux lanceurs d'alerte comme Snowden ou la femme médecin de Brest dont j'ai oublié le nom. Et alors, la personne héroïque, elle n'est pas nécessairement héroïsée. Donc il y a quelque chose là entre les deux, là, si vous pouvez clarifier. Merci. Alors, je reprendrai votre remarque en la nuançant et en la formulant un peu autrement. Beaucoup de gens font des actes héroïques qui ne sont jamais héroïsés, et donc ces gens-là ne seront jamais des héros. Dans le réel, ils ont fait des actes héroïques, et si on n'en parle pas, ils ne seront jamais héroïsés. À l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas fait grand-chose, mais on en a très bien parlé, et ils ont été héroïsés. Jean Moulin, personne ne savait ce qu'il a fait jusqu'en 1964. On en a parlé, on a raconté, il a mérité d'être héroïsé parce qu'il avait fait quelque chose d'héroïque, mais si on n'avait pas parlé, personne ne saurait que c'est un héros. Donc votre remarque, je la trouve totalement pertinente, c'est-à-dire qu'il y a l'acte héroïque qui n'exclut pas le récit qui héroïse l'acte ou le met à l'ombre. Donc c'est pas, les deux sont pas forcément associés. Pour Jean Moulin, les deux sont associés, mais pas forcément. D'ailleurs, Marc Ferraud, l'historien, dit qu'après la guerre, il n'osait pas dire ce qu'il avait fait pendant la résistance parce qu'il y avait eu des otages et que beaucoup de gens lui disaient tu es responsable de la mort d'otages, et que lui aussi se taisait après la guerre jusqu'au moment où De Gaulle, pour des raisons de réparation de l'humiliation de la France qui avait été humiliée par l'armée allemande et surtout par la collaboration, De Gaulle a revalorisé l'image de la France en surcotant les résistants qui ont existé. Ils ont fait des actes héroïques
220 000 d'entre eux sont recensés, et c'était difficile d'être accepté. Il y a un registre des résistants, il y a 220 000 noms. Et il fallait faire un dossier, il fallait apporter des preuves. Donc ces gens-là ont fait des actes héroïques, beaucoup ne sont pas héroïsés, parce que personne, ils sont dans le registre des 220 000 résistants, personne n'en a parlé. Donc oui, il faut faire l'acte et le récit de l'acte, et les deux ne sont pas forcément associés. Est-ce que résilience et altruisme ne sont-ils pas la même facette deux facettes d'une même pensée? Non, pas tout à fait. Parce que l'altruisme est plus un signe de développement de l'empathie, c'est-à-dire cette aptitude à chercher à se représenter ce que l'autre ressent. C'est pas la sympathie. Hein. Dans la sympathie, si je vous vois pleurer, je peux pas m'empêcher de pleurer avec vous. Sum pathos, je souffre avec vous. Alors que dans l'empathie, je ne pleure pas, mais je comprends votre souffrance. Je me représente ce qui se passe dans votre monde mental et je comprends votre souffrance. Mais je ne sympathise pas, je comprends. Donc c'est deux sensations un peu différentes. Or, dans l'altruisme, il y a l'empathie, beaucoup de gens qui aiment se décentrer d'eux-mêmes pour se représenter les représentations d'un autre, et il y a beaucoup aussi de mélancoliques, c'est-à-dire que beaucoup de gens tristes se mettent facilement à la place des autres parce que ils comprennent trop facilement la souffrance des autres. Et alors à ce moment-là, ils sont altruistes. Beaucoup de traumatisés, par exemple, deviennent altruistes. Une des premières réactions de traumatisés, c'est d'entrer dans une association où ils vont s'occuper de gens qui ont connu le même altruisme, la même blessure qu'eux. Parmi les survivants du Bataclan, un nombre très élevé de gens sont rentrés dans des associations. Et ils disent, ce que j'ai souvent entendu, alors là c'est un facteur de résilience, c'est avec ce que j'ai vu, subi ou perdu, les gens que j'aimais et que j'ai perdus, ou ce que j'ai subi, ou le trauma, la frayeur que j'ai eue, il y a une trace dans ma mémoire, je ne l'oublierai jamais. Et maintenant, ce que j'ai souvent entendu, c'est que maintenant, je suis décidé à ne plus jamais perdre une minute de ma vie. C'est-à-dire, maintenant que j'ai la chance de ne pas être mort, je vais téléphoner à mes amis, je vais leur dire que je les aime, que je veux les voir, je vais m'engager, je ne perdrai plus une minute d'existence. Alors qu'avant, j'étais dans la routine existentielle, je ne me rendais même pas compte à quel point c'était important. Maintenant, j'ai compris à quel point c'est important. Je téléphonerai, j'inviterai, j'irai les voir, je ne perdrai plus une minute de ma vie. Alors ça, c'est la résilience. Ça, c'est un facteur de résilience. Donc, j'étais venu ce soir pour vous écouter. Bien sûr, je suis épatée, pour vous remercier, et d'autre part, pour vous demander comment on atteint la résilience quand on en a pris plein la gueule. Voilà. Oui, mais c'est ça, oui, vous avez raison. Alors là, c'est un autre exposé. Je vais recommencer. Fambonne, j'en ai pour 2 heures seulement. Pas de problème. Donc là, c'est un autre exposé, mais cette question, c'est ce qui fait le sens de notre travail depuis plus de 30 ans. En 2 mots. Avant, pendant, après. Avant, quels étaient les facteurs de protection acquis? 2 mots. Attachement confiant, aptitude à mentaliser. Attachement confiant, ça dépend de votre famille, de votre école, de votre milieu. Aptitude à mentaliser, ça dépend de vous et des gens qui vous ont tendu quand vous étiez enfant, fait un dessin. Tu as un chagrin, tu as une peur, dessine-le. Tu parles, explique-toi, je vais t'expliquer, je vais te raconter. Pendant, quand on s'en prend plein la gueule, quand ça vient d'un lointain, on est moins traumatisé que quand ça vient d'un proche. Or, les agressions intrafamiliales viennent la plupart du temps des proches. C'est-à-dire que non seulement il y a l'agression physique, parfois l'agression sexuelle, et en plus, il y a la trahison, parce qu'on est agressé par quelqu'un dont on attendait la protection et l'affection. Donc c'est une cascade d'agressions.
Alors là, la résilience, le trauma est plus intense, et là, il faudra travailler plus. Après, 2 mots, encore une fois, 2 mots, soutien et sens. Soutien, avant on disait les enfants sans famille, les traumatisés, ils sont perdus. C'est pour ça que quelqu'un parlait de la guerre de 14 en disant les hommes étaient plus forts, il y avait moins de traumatisme qu'aujourd'hui. Pas du tout. Après la guerre de 14, les hommes avaient vécu de telles horreurs, mais tout le monde s'en foutait. On disait que si ils avaient c'est parce qu'ils n'étaient pas forts, c'est parce qu'ils étaient, donc s'ils étaient faibles, ils étaient psychastènes, comme on disait, psychasténiques, comme on disait. Alors que maintenant, on sait que soutien et sens. Soutien, il faut que la famille, si c'est possible, la culture, soutiennent ces gens. Et il faut surtout, ensuite, après la sécurité affective, ensuite, plus tard, il faut donner sens au malheur qui nous est arrivé. Et là, il faut s'engager dans une association, il faut écrire, il faut peindre, il faut s'engager dans ce que vous savez faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des accidents de voiture qui s'engagent dans des associations de contrôle routier. Beaucoup d'enfants qui veulent devenir médecins ont souvent été malades, ont souvent été soignés, comme mes petits Congolais, et disent « quand je serai grand, je serai médecin parce que je sais ce qu'il faut faire, je sais à quel point on souffre ». Donc voilà, j'ai un petit peu résumé 30 ans de travail. Certains grands écrivains comme Louis-Ferdinand Céline ou Jean Genet, qui ont un panthéon littéraire reconnu par tous, dans votre ouvrage, vous dites qu'ils ont quand même participé à la continuité du conflit, soit le conflit donc avec l'armée allemande pour Céline, et que Jean Genet n'a pas vraiment aidé la cause palestinienne. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu tout ça, le développer ? Alors, je pense que j'ai parlé des artistes et j'ai dit que les artistes, tout à l'heure, avaient été un facteur important de résilience. Mais il faut ajouter que le talent des artistes peut être mis au service d'un régime totalitaire. Leni Riefenstahl faisait de très beaux films qui ont convaincu beaucoup de gens. Les djihadistes actuellement font des propagandes et qui déclenchent des émotions intenses. J'ai eu l'occasion de voir, il y a 2 jours, quelque chose qui ne passe pas à la télé, mais qu'on m'a montré sur un enfant qui tuait un djihadiste qui critiquait le djihad. Donc il était donc blasphématoire, et c'était l'enfant qui avait pour consigne de le tuer. Et on voit que l'enfant, qui avait à peu près 10-12 ans, lui tire une balle dans la tête, et qu'il y a des chants guerriers, il y a des oriflammes, il y a la préparation d'une extase, comme le faisaient les nazis, avec des oriflammes, avec des tambours, avec des démonstrations émotionnelles, des indignations que savait déclencher Hitler. Alors, pour ce qui est de Céline, je pense que si Céline il avait un vrai talent littéraire, et j'ai des amis qui étaient très amis avec eux et qui sont encore très amis avec sa femme, qui est encore sur Terre. Et ils sont d'accord avec moi pour dire que si Céline avait eu moins de talent, il y aurait eu moins de dénonciations et moins de déportations. C'est-à-dire que lui, il n'a pas vraiment commis de crime personnellement, mais Brasillac a été fusillé pour ça, et De Gaulle a refusé sa grâce. Et Brasillac a été fusillé parce que dans ce qu'il écrivait, il encourageait, il disait qu'il était moral de tuer les Juifs et les Tziganes, et que c'était moral. Or, il le démontrait, il a été fusillé à la Libération. Céline le disait avec d'autres mots, mais avec un talent littéraire extraordinaire. Je suis convaincu que beaucoup de gens ont été convaincus par le talent de Céline et ont été dénoncés ou sont passés à l'acte contre des Juifs ou des Tziganes.
Donc je pense que ça n'enlève rien à son talent, mais j'aurais préféré qu'il mette son talent au service d'une autre cause. Parce qu'il aurait pu mettre son talent au service, il l'a fait d'ailleurs, il a mis son talent au service d'une autre cause. Quand il était médecin à l'OMS, il a été très généreux avec certains peuples africains et il les a aidés. Mais voilà, il avait un vrai talent littéraire, il avait un vrai talent relationnel humain, comme Papon, comme Mengele, mais ces gens-là ont mis leur talent au service d'un régime totalitaire parce qu'ils avaient perdu leur faculté de jugement sur ce plan. Alors bien sûr, il y a des gens qui continuent à vénérer Céline et qui continuent à penser qu'il n'a rien commis. Moi, je pense qu'il aurait pu être fusillé. Brasillac l'a été, alors qu'il a encouragé beaucoup moins la mise à mort que Céline. Mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à supporter cette idée-là, parce que, en fait, je me dis, dans le monde dans lequel on est aussi, on est traversé de ça. Et, oui, tout à fait. Voilà. Et moi, je travaille aussi auprès d'enfants, et je me dis, en rentrant chez moi le soir, que probablement, je l'espère, il y a des jours où j'ai eu une mission honorable, mais je sais très bien, pour des exemples très, très bêtes et concrets, n'empêche du quotidien, qu'il y a des jours, je ne suis pas honorable auprès de ces enfants, je n'ai pas été au point. Voilà, alors ça n'a pas la même dimension, mais voilà. Bon, que faut-il faire, docteur, quoi? D'accord. Alors, ma réponse, c'est que je propose la notion de morale perverse. Parce que ces hommes-là ont été parfaitement moraux avec leurs proches et parfaitement immoraux avec les lointains. Et que ça a pour conséquence pratique que, c'est ce que dit Klemperer, ce qui est dangereux, c'est la clôture d'une théorie, d'une religion. On a le droit d'avoir une religion et on doit savoir que d'autres religions acceptent. On doit, tiens, j'ai fait un lapsus, accepter d'autres religions existent. Et quand on pense qu'on a la seule bonne religion, on est moraux pour les gens qui ont la même religion, et on peut très bien se comporter comme des pervers avec ceux qui n'ont pas la même religion. Parce que, et ce que vous dites est juste, c'est que ça nous concerne tous, parce qu'il y a toujours un moment où on ne peut plus se mettre à la place de l'autre, il y a toujours un moment où notre empathie s'arrête, et dans le travail qu'on a fait avec Todorov, qui a été publié dans Le Monde, Todorov était totalement du même avis que moi, il y a toujours un moment où ça s'arrête, et où on risque nous-mêmes de devenir pervers. La preuve, depuis que j'ai commencé mon exposé, que nous sommes dans cette salle, est-ce que vous savez que 17 763 Chinois sont morts? Vous vous en foutez éperdument, vous êtes perverse. Parce que vous êtes parfaitement moral avec vos proches, vos enfants, votre métier, et vous n'avez aucune émotion pour la mort de 17 763 Chinois. Ça fait 17 800 depuis que j'ai fini ma phrase. Donc voilà, il y a toujours un moment où on ne peut plus se mettre... Donc c'est pour ça que c'est un danger pour nous tous, et qu'il est nécessaire que culturellement, on apprenne la religion de nos parents, les croyances de nos parents, et que notre culture à l'école, au cinéma, dans les romans, nous dise on est de cette religion, mais, donc c'est respectable, mais il y a des gens qui sont d'une autre religion, c'est tout autant respectable. Donc, alors si on vit dans une culture qui ouvre ce que fait le catholicisme actuellement, ce qu'il n'a pas toujours fait, si on est dans une culture qui ouvre l'esprit, on a peu de chances d'être pervers. Si on est dans une culture qui favorise la clôture, on a beaucoup plus de chances de devenir pervers. Merci Boris Cyrulnik, merci pour cette escale anonéenne. Alors dans 26 ans, on se retrouve ici. Merci à tous, passez une très bonne soirée et à bientôt.